Je m'appelle Héloïse Chouraki, je suis adaptatrice et audiodescriptrice. J'adapte des sous-titres et du doublage, et je crois qu'on va parler surtout de doublage aujourd'hui. On va parler principalement de doublage. Donc mon boulot c'est d'écrire. Mon truc c'était les langues, mais je voulais traduire, mais je voulais pas traduire des modes d'emploi de grille-pain je voulais traduire de la langue qui vit et de la langue qu'on entend dans la rue, et je me suis dit que c'était dans les films qu'on trouvait cette langue-là. Donc très tôt, c'est arrivé quand même. C'est arrivé à ma première heure de fac de langue où j'étais allée parce que je savais pas quoi faire. D'accord. Premier cours, premier jour, première heure. Je me suis dit donc il faut que je traduise parce que c'est trop bien, mais des trucs qui bougent, qui vivent, qui parlent, donc des films. D'accord. Et voilà. Au niveau des adaptations, tu as travaillé un petit peu sur quoi? Si tu peux nous dire des titres de films, des choses comme ça? Alors des choses j'adapte des films très variés, je suis pas vraiment spécialisée. J'ai commencé par le sous-titrage, donc il y a plus de 20 ans. J'ai fait des séries comme Doctor House ou Heroes ou Les Têtes Brûlées, et des films aussi. Le doublage, ça fait un petit peu moins longtemps, ça va faire une douzaine d'années, je crois que j'ai commencé. Pareil, je suis pas vraiment spécialisée, je peux faire aussi bien une série qu'on appelle Preschool, donc pour les enfants de 3 à 5 ans. Ma dernière, ça s'appelle les Lilybud. Et juste le mois d'après, je faisais une série avec des gens qui se battent au sabre dans un monde post-apocalyptique avec des gouttes de sang qui giclent au ralenti, qui s'appelle Into the Badlands et Into the Badlands. Et voilà, en film aussi, c'est très varié. Dans les derniers, Tully, dont on va parler, je crois. Une femme d'exception, Lucy in the Sky, mais aussi des films comme War on Everyone, où c'est baston et punchline à 100%, ou je sais pas, j'ai fait un film aussi avec des piranhas qui attaquaient un parc aquatique. C'est Piranha, le film? Oui, Piranha, mais c'est le 3, je crois. Piranha 3D. Voilà, c'est pour vous dire juste à quel point ça peut être varié. Des choses très différentes, et c'est ça que j'aime, c'est que ça change tout le temps. Et puis Parasite récemment, où là il y a de tout. On peut pas dire que c'est un film de baston, on peut pas dire que c'est un film psychologique, on peut pas dire que c'est un film catastrophe, c'est tout, donc ça résume bien. Voilà. Et si quand même je précise que je travaille très souvent, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Mais même en écriture, j'aime bien que ce soit un travail d'équipe, donc il y a beaucoup de ces films que j'ai écrits à deux. J'en reparle après aussi. D'accord. Juste, du coup, j'avais pas prévu la question, mais c'est quoi pour la différence entre adapter des sous-titres et du doublage? Parce que visiblement, t'as pendant un temps adapté que du sous-titre, donc c'est pas forcément l'adaptateur du doublage qui fait tout le temps les sous-titres. C'est quoi les... Non, l'adaptateur des sous-titres et l'adaptateur de doublage, c'est parfois la même personne et parfois non. Les deux sont dialoguistes, mais ils ne travaillent pas avec les mêmes contraintes. L'adaptateur des sous-titres, il travaille avec des contraintes de durée, de lisibilité. D'accord ? Il faut que les choses soient concises, précises, efficaces. Le but d'un sous-titre, c'est qu'on le voit le moins possible. Si on peut oublier qu'on a lu des sous-titres pendant un film, c'est l'idéal. L'adaptateur du doublage, il travaille dans le réalisme. Et ses contraintes sont totalement d'ailleurs de l'ordre de l'image. Bien entendu, il faut toujours que le texte soit naturel, soit efficace, qui coule bien, qui puisse vraiment avoir l'air d'être en langue originale. Mais en même temps, pour que ça marche, il faut qu'il y ait du synchronisme avec l'image. Ça se passe au niveau de la bouche, les mouvements vraiment de la bouche, mais ça se passe beaucoup aussi au niveau des yeux, au niveau des appuis qu'on peut mettre avec les mains quand on parle, parce que tu comprends si je parle avec les mains, voilà. Donc c'est pas les mêmes contraintes, donc on va pas écrire les mêmes dialogues. Sur certains films, comme tu dis, j'ai fait les sous-titres et le doublage, et on peut voir que c'est pas le même texte, même si c'est le même esprit qui est respecté, et que les personnages sont eux-mêmes, etc. D'accord, et au niveau des sous-titres, il me semble que j'avais entendu qu'il y avait une convention, par exemple, on n'a pas le droit de dépasser un certain nombre de caractères, il y a des choses comme ça qui Absolument. Plus dans la version parlée. Alors la première règle en sous-titrage, c'est que ta ligne ne peut pas dépasser de l'écran.
Sinon, tu peux plus la lire. Donc, tu as un nombre de caractères maximum. Après, il y a un nombre de caractères maximum par seconde. C'est le temps pour le lire. Après, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne peux pas faire un cours de sous-titrage ou un cours de doublage. Voilà. Mais c'est des contraintes qui sont de cet ordre-là. Ou si on fait une phrase complètement emberlificotée, avec plein de petits mots dans tous les sens, elle va être difficile à comprendre. D'accord. On donne souvent l'exemple, je donne souvent l'exemple, il y a une phrase qui n'est pas évidente à comprendre. Et pourtant, c'est une phrase que j'ai entendue dans la bouche d'un enfant qui a dit « Ouais, de toute façon, moi, mon père, ma mère, la télé, il veut pas qu'elle la regarde. » C'est une vraie phrase. D'accord. Avec un vrai sens. Simplement, on met un petit peu de temps pour que le cerveau retrouve les différentes parties de la phrase. Si je vous la refais, ça fait « Ouais, de toute façon, moi, mon père, ma mère, la télé, il veut pas qu'elle la regarde. » D'accord. C'est une phrase authentique. Tu peux pas écrire ça dans un sous-titre. Parce que le lire, déjà l'écrire, puis le lire, puis trouver la façon de relier, de remettre les phrases, le cerveau va toujours faire ça. Va toujours remettre les phrases dans l'ordre pour les comprendre. D'accord. En sous-titrage, tu peux pas. En doublage, ça ne me gênerait pas. Si j'ai un môme un peu énervé dans la cour de récré qui fait « Ah ouais, de toute façon, moi, mon père, ma mère, la télé, il veut pas qu'elle la regarde. » Je pourrais. D'accord. Voilà. Surtout si ça colle avec mon père, ma mère, la télé. Par rapport au texte que tu as du coup adapté, ça ressemble à quoi sur le format papier? Parce que Catherine m'a dit que vous avez des annotations par exemple avec des indications disant des termes qu'il fallait utiliser, qu'il Oui, fallait pas. quand on travaille sur des scripts de cinéma, on a souvent un script annoté avec des explications. Alors parfois c'est rigolo, je suis traductrice de formation. Il y a des gens qui viennent de plein de formations et de plein de métiers différents dans nos boulots. Il faut quand même avoir une base solide dans la langue de départ, plus que solide. Et encore plus dans la langue d'arrivée, là il faut le naturel, la fluidité. Mais dans la langue de départ, on est parfois aidé par le script avec des annotations qui nous expliquent une blague ou qui nous disent « Attention, ironie !» pour une réplique ou ce genre de choses. Ça aide parfois, ça aide moins à d'autres moments. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est quand ils nous font remarquer que c'est par exemple une citation, que le personnage vient de citer un autre film. Mais on leur fait jamais confiance à 100% les scripts. Ce qu'ils nous donnent, on le prend, si ça nous aide, c'est tant mieux. Mais on continue à chercher et à tout vérifier tout le temps. D'accord. Dès qu'il y a une phrase un petit peu qui a l'air un tout petit peu décalée, on se dit ça vient d'ailleurs. Paf, le monde a changé depuis que j'ai commencé. Maintenant, paf, on la colle dans Google et tout de suite on trouve que c'est en fait une citation d'un autre film, d'un bouquin, une vieille blague, un truc comme ça. Ok. Tu travailles toi du coup sur une bande rythmo. Oui. Et alors de 1, à quoi ça ressemble quand toi tu travailles dessus? Parce que je sais qu'il y a le travail du coup d'un détecteur qui se fait avant. Donc toi quand tu travailles dessus, ça ressemble à quoi et comment ça se passe pour toi au niveau de ton travail sur ça? Le détecteur, c'est un maillon de la chaîne qui est primordial, c'est lui qui commence. C'est souvent un métier qui est méprisé un peu ou qui est en perte de vitesse. On dit plusieurs fois on m'a demandé tu peux pas faire ta détection toi-même. Moi je suis pas détectrice, je suis adaptatrice et je veux me concentrer sur l'écriture de mon texte quand je suis en train de travailler. Avoir une bonne détection, c'est hyper important pour moi. Le détecteur va m'avoir préparé la bande, donc je suppose que vous avez déjà discuté de ça. Et donc je récupère une bande avec le texte original et les signes qui vont m'indiquer les mouvements de bouche. C'est même beaucoup plus que ça, parce que c'est le détecteur qui va s'occuper de m'indiquer quand mon personnage parle ou pas, quand il respire, quand il souffle, quand il tousse, d'accord? Toutes ces choses-là. Et en plus, il va me marquer les signes, avec les signes principaux qui sont ceux des gros appuis, d'accord? Appui. Alors, si ça, c'est pas bien fait, si le détecteur il me démarre les phrases en avance, il me les termine en retard, etc., il y a deux options. Soit je m'en rends compte et je vais tout corriger au fur et à mesure, ça va me demander un travail assez conséquent et je ne vais pas pouvoir me concentrer comme je voudrais sur mon adapt, mais c'est exceptionnel.
Ça n'arrive pas. En général, il me file un truc qui est carré. C'est super. Et moi, je peux travailler avec ça. Et ça ne veut pas dire que je vais suivre la détection pas à pas. Donc, on a une ligne sur l'arythmo. Je vous montre ? Bah, si tu veux. Allez. Ok. Donc, voilà l'arythmo quand je travaille. Ça ressemble à ça. Ça, c'est une phrase déjà écrite. Voilà un des logiciels qu'on utilise. Celui-ci s'appelle Mosaïque. On a l'image ici. Ici, on a la liste des personnages qui a été créée par le détecteur. Il s'est aussi servi du script en version originale, qui est ici, qu'il a mis dans le logiciel. Là, je remets sur la liste des personnages. Et donc, chaque personnage va avoir sa ligne. Il n'y a que 5 lignes dans le rendu au total, mais c'est rare qu'on ait plus de 5 personnages en même temps dans une scène, même si ça arrive. Ici, j'ai mon rendu, c'est-à-dire c'est ça qui restera à la fin, même quand j'aurai plus mes lignes de travail. J'ai le texte de la version originale, qui a été placé par le détecteur pour que je sache à quel endroit est dite chaque partie de la phrase. Ici, j'ai la ligne de détection. Le détecteur m'a mis des signes pour m'indiquer la position de la bouche de la personne qui parle. Là, je nous ai mis à un endroit où il n'y a qu'une seule personne qui parle, donc je cherche un endroit sur la bande où il y a plusieurs lignes. Là, par exemple, on a la ligne de Marlowe, et puis on a la ligne de Tully qui dit OK. Donc chaque comédien saura sur quelle ligne il doit lire. Donc la ligne de détection va me donner la position de la bouche, l'ouverture, s'il y a une labiale ou pas, qui sont marqués par ces traits, semi-labiale. C'est tout ce qu'on voit sur une bouche. Parfois on voit les dents, T, dental, la langue qui vient taper dans les dents. On le voit plus ou moins. On ne fait pas de la perfection. Mais c'est vrai que si on peut avoir les gros appuis, en particulier les labiales, les semi-labiales, ça marche bien. On triche tout le temps. Pour moi, c'est beaucoup plus dans les yeux que dans la bouche. Mais il faut que les deux marchent ensemble. Donc, ici, j'ai le texte que je tape en version française. Quand je suis en train de travailler, je vais regarder la phrase en version originale plusieurs fois. Et je vais commencer vraiment par m'imprégner de son sens, le type de vocabulaire, enfin vraiment ce que dit le personnage. Puis après, je vais le dire comme je voudrais que le personnage le dise. Parfois, ça marche. Et puis parfois, il va falloir changer un mot ou deux pour réussir à ce que ce soit synchrone. Quand on peut voir ici, je l'ai mis en bleu pour qu'on le voit mieux, pardon, les points de synchro. Donc, c'est les endroits où je vais attacher des lettres à un signe. D'accord ? Quand je dis que je triche, c'est par exemple ici, c'est make some noise. J'ai 2 vrais labiales, ce sont des M. Il y a la bouche qui tape normalement. Sur le premier, j'ai triché, j'ai mis un F. Hein ? Il y a un battement, mais c'est pas vraiment le même. Mais on compte pas les battements. Moi, je suis pas là à essayer d'avoir exactement les mêmes signes, tous les battements là où ils sont, etc. Faut que ça marche, faut que ce soit dans le flow de la phrase. C'est plus dans les mouvements de tête, dans les mouvements de la main quand la personne parle avec les mains, autant que dans la bouche. Voilà. Pour faire défiler, voilà. Donc si je vous la passe, la phrase avec le son, je vais mettre un peu fort pour qu'on entende. Oh, I can put on headphones if you guys want to make some noise. D'accord. Et puis alors, moi je vais commencer à l'essayer. Bon, celle-là, je ne l'ai pas dit depuis longtemps. Ça fait « Oh, Eddie, je peux écouter de la musique au casque si vous voulez faire du bruit. » D'accord ? Je ne suis pas comédienne, j'ai pas besoin d'être comédienne. Je te la refais. « Oh, Eddie, je peux écouter de la musique au casque si vous voulez faire du bruit. » D'accord ? Quand on passe en mode studio, ou même ici quand on est en vérif, on n'a plus de tout. On garde juste le rendu. Il
Il n'y a plus tous les petits signes, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le texte. Pardon. C'est mes doigts qui bug. Et donc voilà. Eddie, je peux écouter de la musique au casque si vous voulez faire du bruit. Oh non, j'ai... Ça ira. Et le bisou du soir? Ça sera plus la même demain. C'est mignon, mais... Non, c'est vrai, elle aura une nuit de plus demain matin, tu sais. Et nous aussi. Du coup, on va revenir sur la fois que vous aviez évoqué tout à l'heure. Vous avez souvent travaillé en collaboration avec d'autres adaptateurs. J'ai vu que vous aviez souvent travaillé par exemple sur des textes à quatre mains comme 20th Woman, Genius, Parasite, Triple Threat ou encore Une femme d'exception. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que certains films nécessitent plusieurs personnes et également comment est-ce que vous faites pour vous assurer qu'il y ait une cohérence, comment répartir le travail et qu'au final ce soit homogène. J'adore travailler avec des consoeurs ou des confrères sur le même film. Sur les séries, c'est plus évident, on fait chacun un épisode et on se tient au courant. On a des bibles, maintenant elles sont en ligne, donc elles évoluent en temps réel, ce qui nous permet d'échanger sur le vocabulaire, sur par exemple quel personnage va tutoyer ou vous voyez un autre personnage, etc. Donc sur les séries, c'est courant. Sur les films, ça se fait beaucoup. Moi, j'aime ça. Je trouve qu'on est plus intelligent à deux. On commence par se répartir le film vraiment en fonction du temps que chacun a pour travailler dessus, en fonction des choix qu'on a fait, vraiment d'un point de vue pratique, planning, etc. Selon la co-autrice ou le co-auteur, on ne va pas s'organiser pareil, chacun a ses préférences et ses habitudes. C'est un métier dans lequel on est globalement assez isolé jusqu'à ce qu'on aille en studio. Quand on en est au stade de l'écriture, on est tout seul chez soi. Oui, parfois en pyjama, oui. Savoir que l'autre est sur le même projet, sur le même film, c'est toujours quelque chose de plutôt agréable. Ça aide et on peut échanger sur les difficultés qu'on rencontre. Ensuite, le moment auquel j'accorde le plus de valeur, c'est celui que... Alors, comme c'est pas encore la vérif qui est le stade de vérification avec le client et le directeur artistique, on appelle souvent ça la pré-vérif finalement, parce qu'on se met comme en situation de vérif, mais ce sont les deux adaptateurs ou adaptatrices qui sont là, et on se repasse tout le film. Donc on lit le film comme si on était chaque comédien, et on teste, et on essaye, et on échange, et on trouve des meilleures blagues, et on dit « Ah ben moi dans ma partie, j'avais pensé qu'elle aurait un vocabulaire un peu plus rock'n'roll, donc là si tu veux, on peut changer ce mot-là, qu'est-ce que t'en penses ?» Et on uniformise à la fois les différentes parties du film qui n'ont pas été adaptées par la même personne, et en même temps on leur fait monter une marche en matière de qualité et aussi d'exactitude. Parce que même avec une formation de traducteur, on peut commettre des erreurs, avoir laissé passer une blague. Donc l'œil de l'autre et l'oreille de l'autre sont les bienvenus. Voilà. Et après, d'un point de vue très pragmatique, ça me retire aussi beaucoup de stress de travailler à deux et les gens avec qui j'ai parlé aussi. Parce que c'est vrai que quand on porte un film sur nos épaules, nous, on a une longue durée de travail sur laquelle il faut qu'on soit effectif, efficace. Derrière, on ne peut pas planter un studio. Il y a des gens qui ont été réservés, un studio, des comédiens, tout ça, ça coûte de l'argent. Derrière, il y a un mixage à faire, le film doit sortir, enfin... Et donc, c'est vrai que c'est assez... J'ai jamais planté un studio. Je sais pas si j'ai déjà vraiment... Si, j'ai déjà eu à dire à ma co-autrice tu peux prendre un épisode de plus, s'il te plaît, ma fille est malade, ou des choses comme ça. Mais même sur un film de cinéma où c'est encore un peu plus lourd, on prend plus de temps en studio, enfin, tout est plus coûteux aussi, pardon. Savoir qu'on est deux, et que, je sais pas, s'il y en a une des deux qui a un problème le jour de la vérif, ou ça retire beaucoup de stress. Ça permet de travailler de façon beaucoup plus sereine. D'accord. On a vu que du coup tu avais fait l'adaptation de Tully. Oui. Alors du coup, quand j'ai vu le film, ça m'a fait
me posait pas mal de questions. Celui-ci en particulier. Ouais, parce que du coup, on voit beaucoup de choses qu'il y a fréquemment dans le film, notamment quand des personnages parlent en même temps, parce que l'enfant a un peu des problèmes justement de comportement, quand c'est beaucoup de personnages qui parlent en même temps et que c'est inaudible. Sur le texte, est-ce qu'il y a des répliques précises qui sont écrites? Indispensable d'écrire des répliques. D'accord. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Et Sur le texte original déjà? Et euh, après, c'est toi qui. Ou il n'y en a pas, il y a juste marqué brouhaha. Ok. Il y a plein de moments dans le travail d'adaptation où on doit inventer du texte, ou en tout cas le créer, même si on l'invente pas. Ça peut être pour des ambiances. Imagine la télé avec un commentaire sportif pendant toute une scène. Il y a une télé en bruit de fond avec un match. Peut-être qu'on ne voit pas l'écran de la télé, qu'on ne sait pas quel sport c'est, ça n'a pas beaucoup d'importance, et je peux inventer, mais même inventer un commentaire de match de baseball. C'est pas évident. Je vais plutôt en retrouver un. Ça va être plus facile pour moi de retrouver un match de baseball et de le traduire. Si c'est un sport qu'on a en France, je vais peut-être aller piquer un commentaire. Après, je change des trucs et voilà, mais je vais aller m'inspirer de ce qu'on entend tout simplement à la télé ici. Mais il y a des fois aussi où ça joue dans le film. Imaginons le mec s'énerve parce que c'est un match important et son équipe est en train de perdre, etc. Donc il faut que ce soit cohérent tout ça. Donc c'est un exemple, mais ça peut aussi être la conversation des gens qui sont dans le bar à côté et on l'entend pas vraiment. Mais on peut pas ne pas la faire. Parce que sinon vous allez avoir du son vide autour des personnages principaux. Donc nous on doit écrire du texte pour tous les gens qui sont dans le café. Voilà. Et un autre moment où parfois c'est pas scripté, c'est effectivement quand c'est assez inaudible, tout le monde crie en même temps, s'énerve, etc. Je vois à peu près de quelle scène tu parles dans Tully. Ouais. Il y en a plusieurs. Là sur Tully, tout était écrit. C'était primordial, surtout qu'il y a des tas de moments où on va entendre un mot, on va entendre quelque chose, et dans Tully, chaque mot est important. Parce que c'est un film très psychologique, et il y a un mystère. Et donc, sur ce film-là, il n'y a rien qui est laissé au hasard. D'accord, donc t'es tout déjà sur le script original. Non. Mais j'ai dû tout écrire. Ok. Mais j'avais pas tout sur le script original. Il était pas mal, le script de Tully. J'avais beaucoup de choses. Mais on n'a pas tout. D'accord. J'avais une question, je sais pas si c'est toi que ça concerne, peut-être plus Catherine ou Je tout. te dirai. C'est dans Tully également, on voit qu'à un moment les enfants regardent de la télévision. Quand il y a une version française qui existe, est-ce que pareil sur ton texte c'est marqué quelle est la série, quel est l'épisode et après tu vas chercher la version française? C'est qui fait ce travail? Est-ce que c'est toi qui le fais? Alors, quand il y a des images qui ne sont pas du film, dans le film, puisque c'est ça. Ça peut être des images d'archives, ça peut être un épisode d'une autre série. Il y a beaucoup de choses différentes qui sont possibles. C'est la production qui va s'en occuper, enfin la production du doublage, c'est-à-dire la distribution en général, qui va devoir nous dire ce qu'on doit en faire. Bien sûr, nous, si on nous dit vous reprenez ce qui a été fait en version française à l'époque, on va aller chercher, on va faire des recherches et puis on va retrouver, surtout qu'ils s'amusent souvent à nous mettre des phrases cultes de l'arme fatale ou je sais pas quoi. Selon les cas, ça va pas se passer pareil. Si c'est du Shakespeare, il a été traduit par Victor Hugo, entre autres, et les traductions de Victor Hugo, elles sont rentrées dans le domaine public. Donc, si ce que j'ai à l'écran, c'est ça, je vais pouvoir m'en sortir avec des choses où il n'y a pas de question de droit. Mais on peut aussi, par choix, décider de sous-titrer les images parce que, par exemple, ce sont des images d'archives. On a eu ça récemment avec un discours de président américain qui était dans un film. On va faire exprès de le sous-titrer. D'autres fois, c'est parce qu'il n'y a pas les droits, tout simplement. La production n'a pas négocié les droits, on ne peut pas reprendre un texte, un dialogue, voilà. Et c'est Catherine qui te parlera mieux de ça et qui t'expliquera comment ça marche. D'accord, ok. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que je dois demander. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, une adaptation reste fidèle à l'œuvre originale? Alors ça, c'est une question vaste, mais par exemple, dans Tully,
C'est comment faire si un personnage où on se sent proche de lui, qu'il a un peu notre statut, euh, pour pas lui donner nos termes, ou à l'inverse, un personnage qu'on n'aimerait pas du tout, avec lequel on se sent mal et où on a envie presque de tomber dans le piège de la réécriture en lui donnant nos idées avec nos termes. Comment faire pour être Alors, sûr de il bien faut que je leur- réponde en deux parties. Vas-y. Déjà, la fidélité. Bon, la fidélité, c'est une vaste question dans notre métier, puisque nous faisons un métier de frustration. C'est de la contrainte. De toute façon, la traduction n'est jamais parfaite. Une traduction n'est jamais fidèle à 100%. Une adaptation encore moins, puisqu'on travaille avec d'autres contraintes. Le but, c'est d'être le plus fidèle possible. On est tous différents. Le fait qu'on travaille en équipe, parfois deux autrices, le directeur artistique ou la directrice artistique, la directrice de production, tout le monde vient donner son avis, ça va permettre de lisser un peu ça, parce que sinon il y a aussi vraiment des gens qui vont être très techniques, et pour eux, que ce soit fidèle, ça va être le réalisme visuel du dialogue. Et pour d'autres, ça va être pas ça du tout, ça va être la fluidité, le naturel des dialogues. Bien entendu, en réalité, tout le monde a raison, il faut qu'il y ait tout. Il faut trouver un équilibre avec ça. Personnellement, je suis extrêmement sensible au sens et aux personnages. Et je dis personnellement, mais on l'est tous. Je vous dis, c'est juste des questions de curseur qu'on peut plus ou moins, avec lesquels on travaille selon le film, selon le moment, selon les gens avec qui on travaille. Et voilà, je vais facilement faire sauter une labiale, me dire je m'en fiche. Pardon, je fais une parenthèse sur des questions de synchro. D'accord ? Il arrive qu'on soit battu, si vous avez un personnage qui dit I'm pregnant, il pourra difficilement dire autre chose que je suis enceinte. Pregnant, enceinte, ça ne marche pas. S'il est en gros plan, face caméra, on l'a déjà vu dans un film avec gros plan sur la bouche parce que le père panique. C'est difficile, c'est un vrai problème, mais il n'y a pas de perfection. La fidélité au sens est très importante pour moi. La fidélité au caractère des personnages, leur âge, leur humour, leur timidité, leur caractère, à tous les sens du terme. En réalité, la tendresse que je peux avoir ou pas pour un personnage ne doit pas et ne va probablement pas jouer dans mon adaptation. Je suis chaque personnage. Donc je vais me mettre dans la peau de chaque personnage. Et bien entendu, il y a des personnages, j'ai pas très envie de me mettre dans leur peau, mais je vais le faire quand même. Et ça fait partie du boulot de me mettre de côté et de jouer le jeu. De toute façon, la meilleure façon de le faire sans trop de difficultés, c'est que quand c'est un pourri, le personnage, en général, le réalisateur l'a mis là pour qu'on sache qu'il était pourri. C'est plutôt pour le dénoncer que pour l'encenser. Donc, je vais servir le réalisateur et aller dans ce sens-là. Et je vais avoir aucun mal à faire un pourri. Et de toute façon, c'est hyper rigolo de faire un pourri. Donc, je vais jamais l'édulcorer. Bien entendu, j'aurai plus de plaisir et je me coucherai plus détendue le soir peut-être en ayant adapté un personnage pour lequel j'ai eu le plus de tendresse. Il y a aussi des personnages qui me ressemblent plus et pour qui ce sera peut-être plus facile. La maman de Tully aurait pu être de ces personnages. Enfin, Tully, C'est pour ça que je pensais à voilà, aurait pu être de ces personnages pour ce qui est de son âge, de sa situation familiale, de son humour, j'espère. Enfin, je prétends pas avoir le même, mais elle est détendue, elle est drôle, et voilà. Simplement, le film avait d'autres difficultés qui faisaient qu'on pouvait pas être tellement dans le naturel sur les dialogues, puisque il y a un twist à la fin du film et les dialogues ont souvent des doubles sens. Mais sinon, pour son mode d'expression, en effet, elle me ressemble un petit peu et c'était plus facile pour ça. Ça vous arrive juste de travailler sur des scripts où vous aimez vraiment pas, par exemple, le texte, le film, et vous dites je suis quand même obligé de l'adapter. Alors ça arrive, mais ça dure jamais très longtemps parce que je dois avoir un cœur d'artichaut cinématographiquement parlant et je m'attache à tous les films sur lesquels je travaille.
Il y en a plein où, par exemple, le propos vous dérange et vous dites... Il y en a non, là, vraiment... énormément, le propos me dérange. Énormément. Il y en a énormément que j'approche avec difficulté, voilà. Après, on travaille aussi avec des humains, donc qui vont faire un peu aussi attention à ce qu'ils nous donnent selon le moment, on se connaît. Donc en général, je pense que les directeurs et directrices de post-prod vont éviter de donner Mad Max Fury Road à une adaptatrice enceinte, par exemple, hein, pour quand même ne pas aller trop loin. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de films qui me dérangent, il y a beaucoup de films que j'ai pas hyper envie de faire au début. Ou... En fait, si, j'ai toujours envie de les faire, mais je me dis, ouh, je vais avoir du mal à me l'approprier. Et je n'arrive pas à penser à un seul film que je n'ai pas réussi à m'approprier, pour lequel je n'ai pas réussi à trouver des choses qui me plaisaient. Et je parle même des films avec des chiens qui parlent, parce que c'est très très bien, les films avec les chiens qui parlent. Donc vraiment n'importe quoi, je finis par m'y attacher, être contente de le faire et être à fond. Et être le chien qui parle quand il faut être le chien qui parle. D'accord. Moi, c'est Ok. bien, c'est un jouet, c'est tout le temps... c'est positif. Ça doit être marrant, la gueule d'un chien. Hein. Oui, c'est plus facile en fait. Le chien qui parle a une articulation beaucoup plus facile à respecter. Si tu veux, vous travaillez avec d'autres personnes du monde du doublage hors adaptateur, mais du coup vous avez dit effectivement avec les directeurs artistiques, les choses comme ça, donc vous avez quand même un vrai suivi sur vos films une fois le travail d'adaptation. Je peux te parler de ça. Et ben, pas trop. Pour moi, c'est super important que ce soit un travail d'équipe. Donc, avec la personne qui nous confie le film en premier. Donc là, on a le distributeur qui a peut-être pensé à nous, sinon c'est peut-être la personne dans le studio qui a pensé à nous. Ensuite, la personne qui fait la détection, co-autrice ou co-auteur éventuellement. Tout ça, c'est des gens avec qui j'ai des contacts quotidiens quasiment. Ensuite, au-delà de ça, un peu plus tard, il y a le directeur artistique, parce que je considère un peu qu'on sert tous ces gens. Bon, le détecteur, il va servir l'auteur et le studio. L'auteur, l'adaptateur, il travaille. Alors bien sûr, je travaille pour un studio. J'ai envie qu'il soit content dans le studio de doublage et qu'il me redonne du travail. C'est évident. Je travaille aussi pour un... Pardon. Je travaille aussi pour un distributeur. Je veux que ça lui plaise, c'est son film. Il a misé sur un film, il a choisi un film et il me confie la version française et il faut que je sois à la hauteur de ça. Je travaille pour le film. Je veux être fidèle au film. Je veux le servir, je veux lui donner la meilleure version française possible. Je travaille bien sûr pour le public, j'ai envie qu'il rie au même moment en langue originale, en langue française qu'il a ri, que le public a ri en langue originale, ou qu'il s'inquiète, ou qu'il frissonne, ou qu'il se dise « mais c'est bizarre ». Comme dans Julie, on le fait à un ou deux moments et c'était très difficile à caler. D'accord ? Donc ça c'est pour le public, donc on sert toutes ces personnes. Le lien avec l'équipe, pour ce qui est du directeur artistique, d'abord c'est sympa quand on le connaît, parce qu'on va savoir les choses avec lesquelles il est plus à l'aise, sur la présentation, en studio. Je peux vous dire des bêtises, mais il y a des DA qui aiment bien quand on met les petits rôles dans une autre couleur. Comme ça, les comédiens se repèrent sur la bande. Et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas trop quand on le fait. Ça c'est nouveau. Avant, quand on travaillait avec un crayon et une gomme, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, voilà. Et vraiment, il y en a, ils trouvent que ça fait fouillis, ça les dérange. Et puis il y en a d'autres, ils font c'est super. Donc savoir pour qui je vais travailler, ça va me permettre de lui préparer la bande pour des petits détails comme ça, mais c'est important. Et puis il y en a d'autres beaucoup plus précis. Avec Raphaël, on s'était rendu compte à un moment que c'était pas mal qu'on note quand le personnage fermait la bouche quand il finissait de parler. Parce que parfois je peux finir de parler, et puis je peux finir de parler. D'accord ? Donc on avait rajouté un signe. Bon, tout ça c'est des liens, c'est des choses qui se font avec les directeurs artistiques. Ensuite, le directeur artistique, il intervient physiquement au moment de la vérif, normalement, il est présent. L'adaptateur lui lit le film, donc je lui lis le film en entier. Quand c'est bien, j'ai d'un côté le directeur artistique ou la directrice artistique, de l'autre côté le distributeur.
Parfois il y a d'autres gens, parfois il y a ma co-autrice si j'en ai une, parfois il y a le responsable du studio de doublage, voilà. Et donc c'est long, ça peut prendre toute une journée. Et ça c'est le moment vraiment de travail étroit avec le directeur artistique, où il va me dire ce qui marche pas, ce qui va coller dans la bouche du comédien, là où je suis pas dans le bon rythme, voilà. C'est une sécurité pour moi, et puis c'est un moment où j'apprends toujours plein de trucs. Et puis c'est la garantie qu'à la fin ça marchera. C'est aussi ça me donne la liberté. Savoir que je vais collaborer avec le directeur artistique au moment de la vérif, ça me donne la liberté de faire tout ce que je veux en écriture avant. Parce que je vais me sentir libre d'essayer des choses, de pas me tenir que dans ce que je sais faire, les choses qui marchent à tous les coups, qui marchent forcément, qu'on a l'habitude de faire. Et je vais pouvoir essayer d'autres trucs parce que ça va bien aller au personnage ou... Voilà, et j'aurai cette garantie au moment de la vérif que le directeur artistique me dise que ça marche et aussi que le distributeur me dise qu'il est d'accord. Par exemple, si on parle de vulgarité, on n'est pas toujours exactement au même registre pour que ça marche avec nos contraintes. Au même niveau, je veux dire, de vulgarité. On n'est pas toujours raccord pile-pile. Et je vais peut-être avoir envie d'aller au-delà de la version originale plutôt qu'en dessous. C'est validé par le distributeur, c'est un vrai travail d'équipe, on est tous d'accord. Voilà. Et ensuite, j'aime beaucoup aller en studio. Et là, normalement, mon travail est fini. Normalement, si j'ai bien bossé, si tout roule, si tout se passe bien, je suis assise dans un coin et c'est ma récompense. Et je regarde le texte prendre vie dans la bouche des personnages. J'ai aussi beaucoup de plaisir à voir le directeur artistique ou la directrice artistique diriger. Voilà, et des fois c'est pas inutile que je sois là parce que parfois il y a un truc qui marche pas. Le comédien a envie de changer quelque chose ou on se rend compte que ça pourrait être plus punchy ou des choses comme ça et puis on a une petite discussion en studio et je suis contente d'être là pour la voir avec eux et pour changer quelque chose dans le texte quand c'est nécessaire. Voilà. Ça vous prend combien de temps à peu près pour faire une adaptation ? La durée du travail c'est super aléatoire. D'abord, il n'y a pas de film type, il n'y a pas de difficulté type. Il y a des films plus ou moins bavards, plus ou moins longs, avec plus ou moins de personnages. Vraiment, ça change tout. Idéalement, j'adore quand on me laisse beaucoup de temps, parce que je peux prendre du recul. Peut-être que si on imagine un film type de 90 minutes, moyennement bavard, moyennement difficile, etc., et que je dois adapter seule, j'aimerais bien avoir 3 semaines, 1 mois. J'aimerais bien. Selon après la difficulté, ça va me permettre de prendre du recul sur ce que j'ai écrit ou pas. Ce recul, il est primordial. Quand je termine d'écrire un film, le lendemain je suis en vérif, le surlendemain il est en studio, on n'a pas de recul. J'ai pas le temps de me dire ah mais en fait là j'aurais pu mettre ça, ah mais là j'avais pas exactement compris, ou j'ai pas de recul, je suis à flux tendu et les autres non plus. Donc plus on a de temps mieux c'est, mais c'est bien sûr rarement le cas. D'accord. Vous avez déjà fait des parties chantées dans des films, de devoir adapter par exemple ce genre de partie ou pas ? On m'a dit qu'il y en avait très peu, visiblement de ce que j'ai compris qu'ils le font. Mais vous, ça vous est déjà arrivé ou non ? Pour les parties chantées, j'ai beaucoup plus souvent travaillé avec des adaptateurs de chansons qui s'occupaient eux d'adapter la chanson. Éventuellement, je leur donnais une traduction plus ou moins littérale de ce que disait la chanson. Et après, eux, ils travaillaient dessus. De mémoire, sur des petits trucs pour enfants, ça m'était arrivé quand même de participer et de proposer des choses qui avaient été retenues. Mais ça m'arrive très peu. Maintenant, j'ai une nouvelle casquette et j'écris des histoires musicales pour enfants. Et donc là, maintenant, j'écris des paroles de chansons depuis peu. Je m'y mets. On va voir ce que ça donne. Peut-être bientôt l'adaptation. Absolument, donc j'espère pouvoir aussi adapter des chansons en doublage bientôt. D'accord. Je pourrais, mais je ne me sens pas encore légitime. Voilà. Donc à venir, on va dire. À venir, absolument. Peut-être. Oui. Et du coup, je vais passer sur ce dont on a évoqué, donc hors caméra pour le coup. Mais vous êtes également directrice artistique d'audio description. Alors du coup, en quoi ça consiste et c'est quoi la différence avec un directeur artistique de doublage plus traditionnel, entre guillemets ? Je vous laisse nous parler de tout ça.
Je suis audiodescriptrice aussi, effectivement. L'audiodescription, c'est un procédé d'accessibilité pour les spectateurs déficients visuels, partiellement ou totalement. Le but est de fournir un film sonore, uniquement sonore. Donc on remplace les images par des mots. Pour moi, c'était naturel d'arriver à ça. J'avais traduit des dialogues pendant des années, me mettre à traduire des images, c'était très rigolo, ça changeait, c'était très intéressant. Donc je fais ça depuis un peu plus de 10 ans. J'aime quand l'audiodescripteur est réellement le réalisateur de la version audio décrite. Parce que on ne peut pas écrire le texte sans le caler en même temps. On va venir se caler sur les bruits. C'est toujours plus intéressant d'utiliser au maximum la bande-son du film et moins d'expliquer les choses. Et donc le calage va être très précis. Donc, je ne peux pas écrire et décider ce que j'écris si je ne suis pas en train de le caler en même temps. Et de la même manière, j'aime aller diriger le comédien qui va dire l'audiodescription en studio après. Donc c'est en ça que je suis directrice artistique d'audiodescription en studio. C'est pas pareil que du doublage. Les difficultés sont différentes. Pour celui qui dit l'audiodescription, mais aussi pour celui qui dirige. Là, on est sur des problématiques, et je suis beaucoup moins pointue en voix qu'un directeur artistique de doublage, d'accord, qui va devoir attacher une voix à un visage, à un personnage. Moi, c'est pas ça. Je vais d'abord, la première partie de mon travail, ça va être le casting, en accord avec le distributeur ou avec le studio où on enregistre l'audiodescription. On va faire le casting de l'audiodescription, choisir quelle voix va dire le texte, donc qui va être la voix des images. D'accord ? Ce choix, il se fait de façon plus large qu'en doublage. Je vais choisir une voix jeune, moins jeune, un phrasé actuel, moins actuel, un homme, une femme, c'est des raisons comme ça. C'est de cette façon-là que je vais choisir. D'accord ? Donc l'éventail est moins large. Je n'ai pas du tout dans ma tête des milliers de voix comme les directeurs artistiques de doublage. J'en ai beaucoup moins. Et je les admire beaucoup pour ça d'ailleurs. Et ensuite pour la direction, mon but c'est qu'une audiodescription, ça reste du cinéma. Ça reste un film. Ce soit pas un film vu avec une canne blanche, ce soit pas quelque chose de technique, de pure accessibilité, mais réellement une expérience cinématographique. Pour ça, je vais faire jouer mon comédien. Il y a malheureusement beaucoup d'audiodescriptions qui sont très linéaires dans la voix, très plates. À mon sens, c'est une grave erreur, parce que c'est une gêne à la compréhension. Et notre premier but, c'est la compréhension, sans même parler d'exigence artistique. Donc la direction, à quoi elle sert en audiodescription ? Elle me permet de faire ressentir les choses au personnage sans forcément avoir besoin de tout dire. Et d'ailleurs, quand on dit tout, on comprend les choses, mais on ne les ressent pas forcément. Si par exemple, on doit avoir de l'inquiétude parce que un personnage est caché derrière une porte en train d'assister à une scène à laquelle il ne doit pas assister, si je vous l'explique, ça ne va pas forcément vous inquiéter. D'accord ? Donc si, en tant qu'autrice de l'audiodescription, j'écris Emmerich est caché derrière la porte. Il observe la scène. Personne ne sait qu'il est là. D'accord. C'est lourdingue. On a bien compris. Oulala, les autres ne savent pas qu'il sait. Oulala, mais personne ne fait oulala en réalité. Alors que si je dis caché derrière la porte, Emmerich observe la scène. Là, on peut plus avoir un ressenti. Je ne suis pas comédienne, même s'il m'arrive de dire des audiodescriptions quand vraiment je maîtrise bien le film, le texte, ça marche. Mais je les dirige dans ce but-là, faire ressentir les choses. On avait eu aussi le cas sur un film qui s'appelle Jeune et jolie, où on avait des questions de sensualité. Et il était très important de les faire ressortir sans forcément en parler tout le temps. Le film était déjà assez sexuel comme ça, c'était pas la question. C'était pas moi qui dirigeais, mais on a pu travailler là-dessus, sur la direction. Et il y en a beaucoup qui le font, et ça marche très très bien. C'était avec la voix de Marilyn Hérault, et qui a utilisé toute la sensualité de sa voix et pour que ça fonctionne.
Voilà. Et comment vous choisissez homme, femme, choses comme ça? C'est en fonction du propos du film, Alors, j'aime bien quand pour l'audiodescription, on a une voix qui est reconnaissable, qu'elle ait du caractère. Et parce que comme ça, on va jamais la confondre avec une voix du film, on va toujours l'identifier comme la voix de l'audiodescription. Et en même temps, il faut pas qu'elle en ait trop parce qu'il faut pas qu'elle prenne trop de place. Il y a des fois où le choix va être assez facile parce qu'on va avoir par exemple une voix off sur tout le film d'un personnage qui raconte des choses, et si c'est une voix masculine, je vais peut-être préférer justement prendre une voix féminine pour mon audio-description, qu'il n'y ait pas de confusion possible, et qu'elle s'accorde. À l'inverse, sur un film de femmes, ça peut faire bizarre de faire entrer un homme dans le décor, même si c'est juste pour la voix de l'audio-description. Voilà, il y a des films qu'on audio-décrit à 2 voix aussi. Je prête beaucoup d'attention à ça, je trouve ça important. Je trouve que par exemple, une scène de jeune fille en train de se pomponner, décrite par une voix d'homme, tout de suite, moi j'ai l'impression qu'il y a un voyeur. Alors, j'ai peut-être l'esprit, je sais pas, mais je fais très attention à ces choses-là, pour conserver l'esprit du film, l'ambiance, le ressenti du spectateur. D'accord. Si vous avez des questions, C'est pour l'audio-description, du coup, c'est pour les sorties DVD, non? L'audio-description. Ou est-ce qu'il y en a en salle? Je sais pas du tout. On écrit l'audiodescription normalement dès la sortie du film, en salle. C'est l'idéal. En plus, il y a des aides du CNC et tous les distributeurs sont motivés à le faire. Le but, c'est qu'une audiodescription, comme un sous-titrage sourd et malentendant, et bien sûr comme un doublage, mais là c'est plus évident, suive un film pendant toute sa vie. Donc on voudrait que ce soit la même audiodescription pour la sortie en salle, pour le passage à la télé, la sortie DVD, Blu-ray, VOD, etc. Il y a aussi un gros travail qui est fait en ce moment pour que cette audiodescription soit accessible tout le temps. Parce qu'il y a des films en ce moment qui passent à la télé en VOD, qui passent à la télé audio décrit, et puis quand on les retrouve en VOD, on n'arrive pas à accéder à l'audiodescription. Des questions comme ça. C'est des vraies questions. Il y a un gros travail qui est fait en ce moment par le CSA et le CNC pour remonter la qualité de l'accessibilité, du sous-titrage sourd et malentendant et de l'audiodescription. Et aussi pour rendre les choses plus cohérentes, comme par exemple qu'une version d'un film le suive pendant toute sa vie et soit disponible au maximum. Du coup, ça mène à ma deuxième question. C'est du coup, il y a l'adaptateur du coup pour le doublage, mais aussi du coup pour l'audio-description. Pour la sortie en cinéma, il faut les faire les deux en même temps, du coup, ça veut dire. Et ça, est-ce qu'on prend du coup les deux mêmes, on prendra les deux mêmes pour essayer de rester cohérent? Alors, en matière d'équipe et de partage du travail, il y a toutes sortes de choses qui se pratiquent. Il peut y avoir un film, par exemple, où je vais avoir écrit le doublage. Pendant que le doublage va être en studio, je vais écrire l'audiodescription. Et quand le film sera enregistré et mixé, on pourra enregistrer l'audiodescription. C'est super quand on fait plusieurs choses sur le même film. Moi, j'adore ça, faire le sous-titrage et le doublage, ou le doublage et l'audiodescription. C'est vraiment génial, c'est très agréable. On s'approprie le film, on le connaît bien, on est à l'aise. Ça fait aussi de la durée, parce que souvent, on change de projet très vite, très souvent. Et c'est agréable de temps en temps d'avoir un projet qui s'inscrit dans la durée. Ça m'arrive aussi de le faire avec des films écrits par quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de films. Joël, on n'a jamais écrit de doublage ensemble, mais j'ai souvent écrit les audiodescriptions des films qu'il avait adaptés. Il en a adapté tellement en même temps, c'est pas moi qui écris toutes les audiodescriptions, mais à ce moment-là, ça m'arrive de commencer à travailler sur la version originale. C'est assez inconfortable. Quand on peut, on évite. Sinon, j'attends qu'ils aient fini d'enregistrer. Parfois, on me donne la vidéo avant qu'elle soit mixée, avec la version française non mixée. Mais oui, les travaux se recoupent un peu parfois, quand c'est pour la sortie salle. Il y a des tas de fois aussi où on a du temps. Hein. C'est pour ça que je m'étais dit, s'il n'y en a pas au cinéma, vu la sortie DVD, vu que ça prend quand même un peu de temps, vous avez plus de temps pour... Je vais te répondre à ça. En fait, s'il y a de l'audiodescription qui sort au cinéma, c'est juste que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de la demander, puisque quand l'audiodescription est disponible dans une salle, c'est pas une séance en audiodescription. Il y a une boucle magnétique dans la salle
Et le public qui a besoin de l'audiodescription va demander une oreillette à l'entrée et va avoir uniquement l'audiodescription dans l'oreille. Ah oui, d'accord. Et comme dans les musées, un peu des fois, chez Canal, ils font ça. Contrairement à un passage télé ou DVD ou VOD, etc., où là, l'audiodescription va être mixée avec le son du film. Et on va écouter tout en même temps. Mais ce qui est chouette au cinéma, c'est qu'on peut aller tous ensemble au cinéma et avoir avoir ceux qui ont l'audiodescription et ceux qui l'ont pas. Oui, parce que c'est pas du tout mis en avant, c'est pour ça. Je ne savais pas du tout au cinéma, je pensais vraiment que c'était une séance à part. Ouais. Il y a beaucoup de progrès à faire, mais c'est en cours pour la communication, pour le public, savoir où sont les séances, quand, puis aussi des choses toutes bêtes, hein, parce que s'il faut voir pour aller dans un menu de la télé, pour aller chercher l'audiodescription, c'est sûr que ça va être beaucoup moins accessible. Ben, c'est ça. Mais c'est en cours tout ça. En ce moment, il y a des beaux efforts. C'est bien, ça progresse pour que ce soit accessible à tout le monde, du coup, c'est vrai qu'on, même nous, on n'y pense pas forcément quand on... En réalité, l'audiodescription, quand c'est bien fait, finalement, il y a des films, j'ai pas du tout envie de les voir au cinéma. Finalement, il y a des films, j'ai pas du tout envie de les voir à la télé. C'est du grand spectacle, j'ai envie de les voir au cinéma, voilà. Et il y en a d'autres, ça me va, moi, de les voir en audiodescription, j'aime bien. Ouais, je peux écouter des films en voiture, facilement, quand ils sont bien faits, hein, sinon je coupe. Je peux écouter des films dans les transports, et ça marche, vous pouvez essayer, c'est rigolo. Quand je fais de la longue route, je vais faire ça en fait maintenant. J'écoute beaucoup de podcasts, mais je vais faire ça. Ouais, tu peux écouter des livres audio et tu peux écouter des films audio décrits. Ouais. Je t'en enverrai un ou deux si tu veux. Parfait, je testerai. Je pense que l'audiodescription change aussi beaucoup en fonction du public qui est visé. Un film pour enfants sera pas audio décrit de la même manière qu'un film pour adultes, quoi. Absolument. On va s'adapter à un public et en même temps pour audio décrire et en même temps il faut que tous les publics puissent avoir accès à cette audio description. Donc c'est plutôt le film lui-même et nous on va essayer d'être fidèles au film. Ce que je veux dire par là, c'est que on adapte tout au film. Le but c'est pas d'être le film. On est l'audio description. On va pas rentrer dans le film, mais de prendre la couleur du film tout en restant un petit pas en arrière à notre place. On va quand même essayer d'être dans les mêmes teintes. Donc si on est sur un film pour enfants, on met une audio description sur un film pour enfants, il va y avoir le vocabulaire du film quand même. D'accord ? Il va y avoir le ton du film normalement. Puis je vais essayer de prendre une voix sympa, enfin ça va être un ensemble. En formation, je donne parfois l'exemple des Kaira. C'est pas parce que eux, ils s'appellent les cums, entre eux dans le film, que moi je vais dire un cum entre dans la pièce. D'accord ? Mais si je dis un jeune homme entre dans la pièce, je suis un peu dans le jugement quand même. Je suis un peu dans le je ne suis pas comme vous. Donc on peut trouver des intermédiaires. Il y a type, il y a mec. Ouais. Il y a des choses à faire. D'accord ? Voilà. Donc on va quand même s'adapter au film. Et puis on est adaptateur, merde. Et du coup, j'ai une autre question aussi. C'est que comment se passe l'audiodescription, l'écriture de l'audiodescription sur des films très très... comment où on observe, quoi, où il y a pas beaucoup d'action. On écrit beaucoup. D'accord. C'est contemplatif. Voilà, contemplatif. Sur un film plus contemplatif, l'audiodescription va forcément être plus écrite, plus longue, il y aura plus de texte. Mais en même temps, si un réalisateur a laissé du temps, a laissé de la musique, a laissé de la respiration dans son film, qui suis-je pour venir papoter pendant les scènes contemplatives ? D'accord ? Donc décrire l'image, oui. Essayer de mettre le spectateur dans la position dans laquelle je me trouve au moment où je la regarde, oui. Mais après tout, moi quand je regarde un film, dans des moments de silence, je peux être en train d'admirer l'image.
je peux être en train de me dire que je vais aller me chercher une glace ou que j'ai envie de faire pipi, je vais faire pause. Je peux être en train de me dire que ma grand-mère avait la même robe. Je peux être en train de pleurer. D'accord ? Et donc, je suis pas censée remplir tout. Le but, c'est vraiment pas de remplir les trous. Je vais utiliser les blancs pour dire ce que j'ai à dire, mais le but, c'est pas de remplir les trous. Et je sais que quand je regarde de tous les côtés, c'est pas bien pour la caméra, mais je sais pas comment faire. D'accord. Et du coup, ça marche même dans le sens, si un film surcuté, J'avais posé la question. justement. Du coup, comment on décrit un film surcuté avec beaucoup d'action, Et plus beaucoup de mec que dialogue bébé, aussi. et comment, du coup, l'audio-description, comme elle doit s'adapter, essayer de se caser entre les dialogues et tout, ça doit être quand même un sacré challenge. Bah, parfois, sur un film hyper cut et hyper bavard, c'est arrivé qu'un studio me dise non mais tu nous fais un petit prix, il n'y aura pas beaucoup de choses à dire, il n'y a pas la place. Mais en réalité, le travail va prendre à peu près le même temps. Parce qu'au lieu d'être tranquille avec de la place pour écrire et la possibilité de faire des phrases avec un peu moins de contraintes finalement, même s'il y a énormément de contraintes en audio-description, puisqu'on essaye d'écrire on écrit des phrases simples qui soient compréhensibles directement, et puis quelque part on s'adresse un petit peu à l'intérieur de la tête de notre spectateur plus qu'à ses oreilles, pour lui faire comprendre et ressentir les choses quand ça marche, bien sûr. Donc il y a énormément de contraintes, mais finalement, quand j'ai pas de contraintes d'espace, je vais écrire de façon beaucoup plus libre, alors que si le film est très cut et très dialogué, je vais avoir énormément de mal à construire mon audio-description, et souvent c'est des films d'action, et souvent ce qui se passe à l'écran est important aussi. Voilà. Donc je vais galérer, mais je vais normalement y arriver. Et c'est là que le mode sous-titrage est important. Le mode audio-description est assez proche du mode sous-titrage finalement. Du coup, est-ce que c'est automatique une audio-description ? Ou est-ce que c'est le producteur qui vient qui dit « je voudrais une audio-description dans le film » ? Alors je vais vous faire une annonce hyper officielle. Mais le CNC a décidé que, c'est le CNC ou le ministère de la Culture, je ne sais plus, ou les deux ensemble, c'est un peu la même, a décidé qu'à partir du 1er janvier 2020, tous les films français devaient être sous-titrés pour sourds et malentendants et audio décrit. C'est bien ça. C'est une excellente nouvelle. Ils ont aussi changé leur mode d'aide afin que ce soit possible, en aidant plus les films à petit budget et moins les films à gros budget. Voilà, donc pour les films français, normalement, en sortie cinéma, cette année, oui, tous les films français devraient Produit en être... France ? Ouais. Ou coproduit, je crois. Je n'ai pas le détail. Devrait être audio décrit. Et voilà, mais on audio décrit aussi les films étrangers, et il y en a beaucoup. Je travaille pour plein de supports différents, pour plein de clients différents, pour plein de types. De la série de dessins animés pour enfants au film de cinéma déjà vu par plus d'1 million de spectateurs. Ça me plaît comme ça, de bosser autant pour les plateformes que pour les grands distributeurs, que pour les chaînes télé. Ça change. Et puis, c'est pas le même rythme, c'est pas les mêmes moyens. Tout est chouette. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Ben moi, je suis très contente d'avoir participé à votre projet, parce que je trouve ça bien de faire connaître les différentes branches du métier, d'autant que il y a de plus en plus de nouveaux venus, et il est important qu'ils sachent à quoi ils vont avoir affaire. Donc en même temps, les films qu'on a cités ici, ma façon de travailler, c'est pas forcément ce à quoi ils auront affaire. C'est de plus en plus difficile parce qu'ils sont nombreux, mais j'ai un peu peur parfois qu'on continue à présenter ce métier comme tapis rouge et compagnie. Donc là, je me suis fait présentable pour vous recevoir aujourd'hui, mais on n'est pas avec les vedettes, hein. On est chez nous, c'est un boulot assez chouette, mais dur aussi. Beaucoup de temps d'écran. Avant, j'avais pas de lunettes. Beaucoup de temps d'écran, beaucoup de stress que j'essaye souvent de calmer. On rappelle aux gens qu'on ne sauve pas des vies. On est juste payé pour faire des blagues globalement, mais c'est des gros sous, et donc tout le monde ne le sait pas, n'y pense pas tout le temps.
Voilà. Donc j'espère que le résultat final donnera à la fois les bons côtés, mais montrera aussi le réalisme d'un truc, d'une industrie, d'un job pas toujours évident non plus. Merci beaucoup. Merci.